Bien bonsoir. Dans l'actualité de ce mercredi 23 octobre 2013, l'arrestation de 4 agents de police du commissariat de Mbacké. Ils sont soupçonnés d'avoir causé la mort de Ibrahim Samb. L'autopsie du corps de l'apprenti chauffeur révèle des fractures qu'il aurait subies lors de son interpellation. Nous vous conduirons ce soir au domicile du défunt. Le quartier Mbussobé de Touba ne réalise toujours pas cette troublante disparition aux yeux de ses habitants. Le président du conseil rural de Sakal dans le département de Louga, le grain se fera sans aucun doute désiré dans les greniers, même le bétail ne sera pas épargné. Cette crainte est une conséquence du déficit pluviométrique dans le nord cette année. Et puis la disparition de ce monument de la reine sénégalaise Falaye Baldé est décédé hier. Le président de la Fédération sénégalaise de basketball sera avec nous dans l'entretien éclair en fin d'édition. Nous abordons essentiellement avec Baba Tandian la polémique consécutive à la figue d'une lionne en septembre dernier. Mbacké, 4 agents de police en cellule. Les policiers sont incriminés dans la mort d'un jeune apprenti chauffeur de car rapide, Ibrahim Samb, dont l'autopsie de la dépouille révèle plusieurs fractures. Il aurait été victime en effet d'une arrestation musclée lors d'une opération de sécurisation de la police locale. L'enquête est en cours. Ibrahim Kamara. L'enquête sur la mort de l'apprenti chauffeur dans les locaux du commissariat de police de Mbacké suit son cours. Selon des sources proches de l'enquête, le jeune Ibrahim Samb aurait été torturé à mort avant d'être jeté dans la malle arrière du véhicule de la police. Les mêmes sources révèlent que l'autopsie renseigne que la victime a été l'objet de plusieurs fractures au cou et dans les membres inférieurs. Des résultats qui, s'ils sont confirmés, enfoncent la thèse du meurtre du jeune apprenti chauffeur par les éléments de la brigade de recherche de la police de Mbacké. Pour le moment, le procureur de la République qui s'est autosaisi du dossier a ordonné l'arrestation de 4 policiers. Il s'agit de Almami Touré, Tiendela Ndiaye, Maï Korndong et Ousmane Daw. Arrêtés à Mbacké, ils ont été acheminés à Dakar par des éléments de la brigade prévôtale. Quant au corps sans vie du jeune Ibrahim Samb transféré à Dakar, il n'est toujours pas remis à ses parents pour les besoins de l'inhumation. Difficile 4 jours après pour les proches d'Ibrahim Samb de réaliser cette disparition, une disparition qui afflige tout le quartier de Mbussobé à Touba, au domicile de la victime présumée, Abdoulaye Fam. C'est une famille profondément concernée que nous avons trouvée chez elle au quartier Mbussobé à Touba. Le décès d'Ibrahim Samb hante toujours ses parents. Sa mère, son père, ses frères et sœurs, ses amis et ses voisins n'arrivent toujours pas à digérer sa brusque disparition. Son père nous raconte son fils. Je ne l'ai jamais vu fumer ni boire, encore moins voler. Il me rendait toujours compte de ses activités. Il est né au Baol, mais il a fait son enfance à Touba. C'est à l'âge de 7 mois que j'ai déménagé dans cette maison à Touba. Cela fait 15 ans. Il a été très pacifique, il ne s'est jamais battu. Les voisins peuvent en témoigner. Il passait inaperçu. Et rares sont ceux qui connaissaient que j'avais un tel fils. Nous laissons tout entre les mains de la justice. Et nous souhaitons que justice se fasse. Sa maman, quant à elle, très affectée par le décès de son fils aîné, regrette déjà sa disparition. Ibrahima est mon aîné. Il était notre soutien de famille. J'étais même malade au moment des faits. Et c'était lui qui s'occupait de ma santé. Tu as vu, il avait acheté même du ciment pour continuer cette chambre dont il avait entamé la construction. Il s'occupait bien de ses parents. Il était travailleur et très discipliné. Son corps a été transféré à Dakar pour autopsie. À en croire celui chargé de la suivre, les résultats sont déjà connus. On a déjà effectué l'autopsie à Dakar. Ils ont dit que Ibrahima ne souffrait d'aucune maladie. Il n'était non plus un toxicomane. Donc, on considère qu'il est mort suite au supplice des policiers. L'enterrement est prévu au plus tard ce mercredi à Touba. Après cette famille affligée de Mbacké, voici une mère assez singulière, une mère dont l'image et le paraître semblent compter sans doute plus que la vie de son propre bébé. Son nouveau-né a été repêché des profondeurs d'une fosse septique. Les policiers n'ont pas perdu de temps. Il a été aussitôt arrêté après cette découverte. Ali Bandel Nyang.
Cette découverte macabre a attiré l'attention de tous les habitants de Soubalo, ce quartier le plus populaire de la ville de Matam. Un usager qui s'est rendu tôt le matin aux toilettes a été surpris par la présence de taches noires sur la dalle. En plongeant son regard à partir du trou de ces toilettes de fortune, il se rendra compte de la présence d'un corps humain repoussé vers le haut. Informés, les agents de police du commissariat de Matam se sont vite rendus sur les lieux. La tâche revenait ainsi aux éléments de la caserne des sapeurs-pompiers de Matam de tenter de repêcher le corps. Exercice qui aura duré un peu plus d'1 heure. Les soldats du feu parviendront à le récupérer après avoir soulevé la dalle en béton. Il s'agit d'un corps sans vie d'un nouveau-né de sexe féminin. Les enquêteurs du commissariat de Matam, qui n'ont pas tardé à mener leurs investigations, ont très rapidement mis la main sur la mère de l'enfant. Une jeune femme qui était à sa 3e grossesse et qui a déclaré avoir mûri son plan depuis des mois avant l'accouchement. Après avoir avoué devant les enquêteurs conduits par le commissaire Alassane Niane, toutes les autres femmes et les autres membres de la famille qui partageaient les toilettes ont finalement été libérés. Le débat sur la dépénalisation de l'homosexualité au Sénégal, l'ONG Jamra déclare craindre une certaine pression occidentale. L'imam Massamba Diop demande aux autorités religieuses de s'ériger en bouclier pour empêcher, dit-il, que le projet non avoué prenne forme. Écoutez-le. C'est donc avant-hier à Genève que 8 pays ont eu l'audace de pointer du doigt le Sénégal pour dire au Sénégal: revoyez-nous cet article 319. Il est temps pour eux qu'on dépénalise l'homosexualité au Sénégal. Mais bon Dieu, que les gens nous laissent en paix. C'est pourquoi l'organisation islamique Jamra et l'Observatoire Bandiaché, nous avons sorti une déclaration pour demander à ces Occidentaux de nous laisser en paix. C'est l'occasion de remercier une fois de plus le président de la République qui a eu le courage de regarder le président Obama les yeux dans les yeux, lui disant que jamais, tant que je serai là, il l'a dit en conseil des ministres, tant que moi, Macky Sall, président de la République, serai au Sénégal, jamais l'homosexualité ne sera dépénalisée. Mais je voudrais simplement dire aux Sénégalais, il l'a dit, c'est vrai, nous le croyons, c'est vrai, mais il faut absolument que les Sénégalais fassent bloc autour de lui. Parce que Jean-François Bozizé de Centrafrique l'avait dit, il avait dit jamais l'homosexualité ne sera dépénalisée en Centrafrique. Lorsque le peuple a un peu lâché les robinets fermés par l'Occident, il était obligé de légaliser l'homosexualité. Ce sont des propos du ministre de la Justice qui semblent dépoussiérer ce débat autour de la dépénalisation de l'homosexualité au Sénégal. Maître Sidiki Kaba qui déclare à Genève, entre autres, que le Sénégal n'a aucun prisonnier à cause de son orientation sexuelle. Sitor Ndour du Parti démocratique sénégalais en a une toute autre lecture. Il qualifie même ses propos de malhonnêtes. Écoutez-le. Il a été malhonnête en disant que ça a été commis en lieu public, mais on connaît l'hôtel qui a bel et bien pignon sur rue dans lequel ces actes ont été commis. Tout le monde connaît l'hôtel qui est là. Donc cela veut dire qu'il n'a pas été honnête dans sa réponse vis-à-vis de la communauté internationale. Abdoulaye Ndoye, officiellement installé à la tête du secrétariat général du CUSEMS. La passation de service a eu lieu aujourd'hui. Le nouveau bureau du syndicat d'enseignants entend privilégier le dialogue avec notamment le gouvernement dans sa lutte. Diafaraba Nafissatou Silla. Passation de service entre le directoire sortant et le nouveau directoire du CUSEMS. Abdoulaye Ndoye prend les rênes de l'organisation syndicale. Une nouvelle tête au secrétariat général, mais les missions restent les mêmes. Nous voulons que les préoccupations basiques, parce qu'il s'agit de préoccupations basiques, terre à terre, qui très souvent sont l'objet de ces perturbations qu'on connaît dans le système. Nous voulons une bonne fois pour toutes que les autorités donc les prennent en charge de manière à ce que nous puissions nous consacrer à notre véritable, à notre seule mission. Nous avons toujours défendu notre outil de travail et notre gagne-pain qui est l'école, mais notamment l'école publique. Et nous avons consenti et nous allons continuer de consentir des sacrifices. Ainsi, le CUSEMS espère rester fidèle à ses principes de base. À cet effet, le syndicat entend s'engager davantage et poursuivre son combat. Notre feuille de route, nous allons continuer à défendre les intérêts matériels et moraux de nos membres. Nous avons signé des accords avec le gouvernement depuis 2011
Jusqu'à présent, il y a des accords qui n'ont pas été matérialisés. Donc nous allons nous battre, nous mobiliser pour que le gouvernement respecte les accords qu'il a signés avec le CUSEMS. Et dans sa démarche, le CUSEMS ne décline pas l'option de dialoguer avec le gouvernement. L'État doit accepter de dialoguer avec les syndicats et arrêter de diaboliser, de stigmatiser, de chercher à mettre en mal ou bien à jeter en pâture les enseignants. Nous sommes un syndicat, notre rôle c'est de nous battre. On se bat, on a une feuille de route. Maintenant, nous savons que toutes les batailles se terminent autour d'une table. D'ailleurs, le protocole d'accord n'est que l'aboutissement d'un long processus, d'une longue lutte. Les professeurs du moyen secondaire n'ont pas renoncé à leurs revendications. Ils exigent plus que jamais plus de respect, de considération et une égalité de traitement dans la distribution de la richesse nationale. Rencontre des chefs d'État de l'UEMOA demain 24 octobre 2013, mais déjà une réunion en prélude démontre l'engagement de l'Union dans le développement de la culture et de la santé. Le temps est donné avec ces 1600 ordinateurs qui ont été offerts aux universités des États membres. Beaucoup de choses sur les chantiers liés au développement humain. J'ai pu exposer sur ce que nous faisons dans le domaine de l'appui à l'enseignement supérieur au sein de l'espace UEMOA, et notamment les soutiens que nous donnons aux États en matière d'expertise et même des ressources pour la mise en œuvre effective de la réforme LMD au niveau des États. Le soutien que nous donnons également à l'émergence de centres d'excellence régionaux au niveau de notre espace. Nous en avons aujourd'hui 20 qui vont des établissements comme les SMT, l'École supérieure multinationale de télécommunications, la Biogène au Burkina Faso, le Rocaré au Mali, ou l'ENCA à Abidjan. Nous avons dans notre espace 20 établissements d'enseignement supérieur qui répondent aujourd'hui aux critères de centre d'excellence. Et nous travaillons également à faire des technologies de l'information et de la communication, des outils pouvant permettre de mieux affirmer la coopération et la collaboration entre nos États dans le domaine de l'enseignement supérieur. Et dans cet esprit, nous sommes en train de travailler à la mise en réseau des universités de notre espace et également fournir au niveau des États. Et le président de la Commission, dans les prochains mois, aura l'occasion de donner à chaque pays 200 ordinateurs pour créer des espaces de travail dans nos campus universitaires pour les étudiants. Le SOS du président du conseil rural de Sakal. Sakal, c'est dans le département de Louga. Le grain se fera sans doute désiré dans les greniers de cette localité. Même le bétail ne sera pas épargné. Une crainte plus que probable née du déficit pluviométrique enregistré cette année dans le nord du pays, à Louga notamment. À partir de Kébémer vers le nord, il n'y a rien là-bas. Il n'y aura ni arachide, ni mil, ni niébé. Et il n'y aura même pas de foin pour les animaux. Et d'ici un mois, il n'y aura plus d'herbe du tout dans cette zone. Aucune herbe. À partir de ce moment-là, les animaux vont souffrir et on va les perdre en masse. Donc ce qu'il faut faire, il faut penser immédiatement à apporter de l'aliment bétail et à le vendre à un prix abordable pour les éleveurs. Parce qu'ici, c'est une zone d'élevage et d'agriculture. Pour les hommes, il faut apporter des vivres de soudure. Non seulement il faut apporter des vivres de soudure, mais il faut imaginer des solutions telles que les jardins maraîchers, les autres activités qui vont se retenir les jeunes, qui vont leur permettre de développer d'autres activités sans compter sur l'hivernage ou la pluie. Il faut qu'ils puissent se déployer sans ces facteurs. Un coup de froid dans le dos à l'écoute de ces chiffres au sujet du cancer du sein au Sénégal. Plus de 850 femmes sont atteintes chaque année et malheureusement les 500 succombent à cette maladie. Le directeur de l'Institut du cancer l'a indiqué à l'occasion de la journée de dépistage à Louga. C'est dans le cadre de la deuxième édition de la caravane de sensibilisation et de lutte contre cette maladie. Écoutez le professeur Diop.
très tôt, c'est que ces femmes prennent conscience de la maladie, que cette maladie puisse être dépistée tôt par l'auto-examen, mais surtout par la mammographie. C'est extrêmement important pour avoir le plus de chances de guérison, avec la possibilité de conserver donc le sein et avec vraiment un taux de survie qui est important. Il ne faut pas attendre d'avoir des symptômes pour consulter, justement. Il ne faut pas attendre la douleur, il ne faut pas attendre d'avoir une masse importante, il ne faut pas attendre d'avoir une plaie pour consulter. Dingay moytu daanu be nga for daanu mbor nek bëre lañuy wax amul ku dul daanu mbor dangay daanu boo déggee mbor dangay daanu dégg nga man de ni ma ko yebal mooy loolu ndax man mi suma bopp 61 62 63 laa def 137 combats. Falaye Baldé, il est décédé hier à l'hôpital Fann de Dakar, ce monument de l'arène sénégalaise. Et le père d'Ama Baldé, il repose désormais au cimetière de Pikine. La mort a encore frappé dans le monde du sport. Le champion de Fouladou n'est plus. Falaye, de son vrai nom Ousmane Baldé, est décédé hier à l'âge de 86 ans. Lutteur en activité, promoteur, ancienne gloire de la lutte, sont venus accompagner le père d'Ama Baldé dans sa dernière demeure. Après des minutes de prière, les portes de l'ambulance s'ouvrent. Le corps de Falaye Baldé est acheminé vers les cimetières de Pikine, où il repose désormais. Que la terre lui soit légère. Falaye Baldé qui a marqué son époque, sa disparition attriste, journaliste sportif, ancienne gloire. Les jeunes lutteurs qui viennent de perdre une référence à leurs yeux. Ce n'est pas simplement le monde de la lutte sénégalaise qui a perdu Falaye Baldé. C'est l'ensemble du peuple sénégalais. Parce que Falaye n'était pas simplement un simple lutteur. Parce que je pense qu'il a fait beaucoup d'investissements grâce à lui. La maison du parti, c'est grâce à Falaye Baldé qu'on l'a construit. Parce que Falaye était un grand champion qui a marqué son époque. Qui a été, je crois, aujourd'hui à un niveau extraordinaire de gloire, parce que quelqu'un qui a plus de 100 combats et qui en compte autant de victoires, je crois que c'est quelqu'un qui est un grand champion. C'est pourquoi son nom ne s'est jamais éteint et son nom ne s'éteindra jamais. Pour dire la vérité, un lutteur tel que Falaye Baldé n'a jamais existé au Sénégal. Ses victoires sont immesurables. Il était tous les samedis et les dimanches. Mais Falaye Baldé dafa daan bëre samedi di bëre dimanche mook barabara. C'est nous, les anciennes gloires, qui sont en deuil. Mais on remercie le bon Dieu. Et si on regarde aujourd'hui la présence de tous ces enfants, on saura qu'il a beaucoup travaillé dans sa vie. Ce que je demande à son fils Ama Baldé, c'est de ne pas pleurer, parce qu'il ne doit pas pleurer, car leur père a beaucoup prié pour eux. Stade Lat Dior de Thiès, le démarrage des travaux de réfection est imminent. Une annonce du ministre des Sports, Mbagnick Ndiaye, qui est allé lui-même se rendre compte de l'état de délabrement de cette infrastructure. Le stade Lat Dior de Thiès est dans un état de délabrement très avancé. Cet espace d'épanouissement est abandonné à son propre sort. Il y a eu un arrêt des travaux et il y a eu des dégradations. Donc tous les chantiers de Thiès seront achevés. Pour ce qui est de ce stade-là, il est vrai que nous avons tenu plusieurs réunions, mais le ministre des Sports, en l'occurrence M. Mbagnick Ndiaye, a décidé de faire les travaux. Aujourd'hui, après la visite effectuée sur site, on a constaté naturellement des anomalies dues à différents facteurs. Un des facteurs, c'est quand on ne termine pas un ouvrage, on n'a pas suffisamment protégé l'ouvrage, on peut avoir quelque part un affaiblissement de l'ouvrage. L'état de vieillissement
dû à un défaut d'entretien, parce que les ouvrages terminés en 2005 ont à peu près 8 ans d'âge, frôlent la garantie décennale. Il n'y a pas eu de plan d'entretien. La volonté affichée de l'État du Sénégal de multiplier des infrastructures sportives dans l'intérieur du pays répondant aux normes internationales, c'est pourquoi la relance des travaux inachevés va se faire dans un court délai. Il va falloir que nous, ministères, que nous allions vite, que nous mettions la pression sur l'architecte pour que l'examen pathologique soit fait d'ici une bonne 15 à 20 jours, si c'est possible, ou à un mois, voir l'inscription budgétaire. On va peut-être voir avec l'architecte si nous avons le devis complémentaire des travaux, ce qu'on pourrait mettre, et en compagnie des autorités, faire le plaidoyer pour que le complément soit inscrit ou soit trouvé. Depuis lors, imaginez qu'un stade qui était en chantier depuis 2004 reste jusqu'à aujourd'hui, 2013, et que rien n'a été fait. Normalement, eux, ils devraient s'attendre à venir trouver ici un terrain sablonneux avec des arbres. C'est nous, les jeunes de Thiès, qui nous sommes organisés pour déraciner ici les arbres, pour pouvoir rendre ce stade fonctionnel. Parce qu'on a souffert de cela, et cela depuis presque 10 ans. À l'instar des stades Lat Dior de Thiès, Caroline Faye de Mbour, Médine de Saint-Louis, le département en charge du sport sénégalais veut construire des infrastructures de 20 000 places pour qu'au moins le Sénégal puisse abriter une Coupe d'Afrique avant 2017. Football, tournoi de l'UMOA, la liste des 22 lions locaux attendus demain. Aujourd'hui, l'équipe a concédé un nul face à Dakar Sacré-Cœur, un match de préparation sur la route de la compétition qui se tient à Abidjan. Ce sera du 26 octobre au 2 novembre prochain. Europe, notez cette belle performance du Borussia Dortmund face à Arsenal 2-1. Le Barça a été pour sa part tenu en échec par le Milan AC, un but partout. Retour sur la première partie de la troisième journée de la Ligue des Champions jouée hier avec Cheikh Sadibou Diarra. Pas de vainqueur hier pour le match au sommet de la troisième journée de la Ligue des Champions. Milan AC et Barcelone ont partagé les points, un but partout. Lionel Messi a répondu à l'ouverture du score de Robinho. Contre-performance d'Arsenal battue à la maison 2-1 par Dortmund. Même score entre Olympique de Marseille et Naples. Les Italiens réalisent le coup parfait au Vélodrome. Chelsea réalise la bonne affaire. Victoire des Blues 3-0 face à Schalke 04. Belle opération également de l'Atlético Madrid, vainqueur en déplacement 3-0 face à l'Austria de Vienne. La suite de cette journée est en cours. CSKA Moscou perd à domicile face à Manchester City 2-1. Manchester United, Real Sociedad, 1-0. Real Madrid, Juventus 2-1. Et puis le Paris Saint-Germain qui a laminé à domicile Anderlecht 5-0. Avec moi sur ce plateau, le président de la Fédération sénégalaise de basketball, Baba Tandian, bonsoir. Bonsoir. Alors, la participation des Lions du Sénégal de basket, bien entendu, au championnat du monde semble compromise par l'une de vos protégées, Ndiatelo, qui a faussé compagnie à la sélection alors qu'elle prenait part à une compétition internationale. Nous en parlons dans quelques instants, mais d'abord, écoutons ce qu'en pense le ministre des Sports. Et à un moment donné, on s'est dit, est-ce que nous, ministère, est-ce que nous, État, nous allons être une agence d'immigration au-delà de tout ce que nous subissons comme humiliation? Est-ce que nous allons continuer à courber l'échine comme ça par la faute de quelques individus? C'est pas parce que c'est tombé sur le basket que le basket crie. La lutte n'a pas crié, le taekwondo n'a pas crié, non pas le taekwondo mais le karaté, le judo.
C'est pas parce que c'est arrivé parce que j'ai dit hier à Tania, je le dis, oh, il faut l'écrire. J'ai dit hier à Tania, il faut aller dans l'espace Schengen, retrouver la fille et la ramener. Si vous le faites, vous sortez. Si vous ne le faites pas, d'ici là, on étudiera les voies et moyens de trouver la solution. Mais ils savent, ces gens-là qui fuient là, hein, ces gens qui fuient là, les gens peuvent aller les localiser. Ils n'ont qu'à utiliser les services d'Interpol, ils n'ont qu'à utiliser les services de police étrangère pour les faire ramener. Mais vraiment, ça ne peut pas être un débat. C'est un début de normalisation, de régularisation d'une situation qui nous porte préjudice dans même notre dignité. Président, qu'en dites-vous? Je dis tout de suite qu'il a raison. Il a raison pour dire que le sport, ce n'est pas un tremplin pour immigrer clandestinement. Surtout quand on vous forme pour aller faire des performances à l'extérieur pour votre drapeau et puis vous en profitez pour détaler comme un lapin, ce n'est pas acceptable. Sur ce côté, je suis en phase avec le ministre. Par contre, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, c'est quand il dit que nous savons où est-ce qu'elle est. On ne le sait pas. Si on le savait, on l'aurait fait depuis longtemps, parce que ça fait 15 jours qu'on cherche cette trace. Et même si on savait où elle est, quel pouvoir avons-nous pour aller la déloger? Nous ne sommes pas la police. Nous ne pouvons pas faire la police, ni chez nous, ni à l'extérieur. Je crois que le ministère a plus de poids sur ce côté-là, pour saisir Interpol, parce que c'est eux l'État, pour essayer de la trouver. Mais je dirais tout simplement que je comprends son désarroi. C'est vrai que quelque part, ça ne nous fait pas respecter vis-à-vis des consulats. Moi-même, j'en sais quelque chose, puisque vous avez vu durant les 2 dernières années, les cris de cœur que j'ai eu à lancer contre certains consuls de leur façon de faire. Et tout simplement, la méfiance vient un peu de ce genre d'équipe cropo, ces filles qu'on forme pour aller défendre le drapeau national qui en profitent pour partir. Oui. Mais je veux tout simplement rétablir les faits et la vérité et que personne ne compte sur moi justement pour créer un problème avec le ministère. Nous sommes délégataires de pouvoir, ils sont responsables de la fédération. Le ministre nous dit, vous vous arrêtez là à Diamniadio, vous n'allez pas en Coupe du Monde, je m'arrête à Diamniadio. Mais là, le ministre semble demander un gage. Oui, mais le gage qu'il demande est impossible à tenir, sauf de la bonne volonté de la fille, puisqu'elle nous entend. Aujourd'hui, elle fait l'actualité. Ce n'était pas prévu dans sa tête. Quand elle fuyait, elle n'avait pas imaginé qu'elle allait faire l'actualité aujourd'hui. Elle fait l'actualité nationale et internationale, parce que tout le monde en parle. Ses parents aussi, son père est un ancien basketteur qui est là, qui certainement est en train de me regarder, et je lui lance un appel. Je lui dis, monsieur Lo, faites revenir votre fille, parce qu'aujourd'hui, je pense que le poids qui est en train de se poser sur ses épaules, elle ne pourra jamais le supporter, surtout qu'au niveau de la fédération, elle ne pourra jamais jouer du basket ailleurs, car sa licence doit venir passer par nous d'abord et il faudrait qu'on la valise et on ne le fera pas. Alors, le ministre annonce des sanctions, mais il y en aurait d'autres même sur le plan international. Non. On risque vraiment, si on ne prend pas part au championnat du monde. Oui, mais vous savez, avant de venir à ça, permettez-moi tout simplement de rectifier un peu le ministre. J'ai dit que cette fille-là qui a fui, il faut que le ministre sache que c'est la responsabilité des agents du ministère, du délégué du ministériel, M. Sarr, et du directeur de la haute compétition qui était présent à Nice. C'est avant tout sa propre responsabilité, c'est une personne adulte. De qui? Ndiatelo. Oui, mais attendez, mais il y a des mécanismes. Vous savez, quand les équipes sont parties, ils étaient dans un groupe de 12, plus l'entraîneur, plus les deux entraîneurs et les délégués. Le problème, c'est quand ils sont arrivés à l'aéroport, Ndiaté et une des filles n'avaient pas de billet. C'est ça, c'est aussi simple que ça. N'avaient pas de billet, donc ne pouvaient pas voyager. Finalement, on me les a ramenés, ils étaient vers le coup de 1h du matin. Ouais. J'étais obligé de les loger et c'est le lendemain que le ministère leur a donné un billet, mais avec un autre parcours, qui n'est pas celui que les gens avaient emprunté la première fois, c'est-à-dire que c'est un Paris, c'est un Dakar-Paris, Paris-Nice. Ouais. Ils lui ont donné un billet d'avion, un Dakar-Madrid, Madrid-Nice. Alors, ces deux filles-là sont livrées à elles-mêmes. Alors, je vais vous faire une révélation sur laquelle le délégué m'a donné cette information. À Nice, la fille, elle avait fugué une première fois. Oui. Ils l'ont rattrapée. Cette fois-ci, elle a subi une surveillance un peu plus poussée. Mais le jour du départ final, c'est là où il y a eu le problème, puisque c'était deux délégations, deux vols différents.
Alors, le premier vol où il y avait le délégué et les deux entraîneurs, c'était un départ à 10h par le vol Air France, Nice, Paris, Paris-Dakar. Et à 12h30, Ndiaté et l'autre fille devaient prendre l'avion pour Iberia, donc Nice, Madrid, Madrid-Dakar. Alors, finalement, où est la responsabilité où est la responsabilité de la fédération dans ça? À quel moment est-ce que vous vous êtes rendu compte de son absence? À l'arrivée. À l'arrivée. À l'arrivée. Comment les filles ont réagi? Lesquelles? Les autres filles, ses camarades de sélection. J'en sais rien parce que je n'étais pas dans la délégation. Mais ce que je veux tout simplement dire, c'est que Ndiaté a été livrée à elle-même. Même si on l'avait poussé à prendre l'Iberia, l'avion, mais arrivé à Madrid, elle peut descendre et revenir sur Paris, puisque entre Paris et Madrid, eh bien, il n'y a pas de police, il n'y a pas de frontière. Alors, Président, ce problème peut-être en cache un autre, si l'on considère que cette démarche, loin d'être la première d'ailleurs, est souvent motivée par ce fantasme d'une vie meilleure en Europe. Ne révèle-t-elle pas justement une certaine précarité au niveau de nos athlètes dans les équipes nationales? Oui, mais la précarité existera toujours au niveau des équipes nationales. Moi, je pense qu'au niveau du basket... Oui ou non? Est-ce que cela révèle cette précarité? Elle existe? Bien sûr, bien sûr, elle existe. Mais je dis, elle existera toujours dans la mesure où, vous savez, l'athlète qui se forme a toujours une envie d'aller monnayer ses talents à l'extérieur, puisqu'elle n'a aucun moyen de le faire à domicile. On n'est pas un pays pétrolier, on n'est pas l'Angola, on n'est pas... Bon, donc... mais je pense que ce sont les mécanismes qui sont utilisés qui ne sont pas acceptables. C'est-à-dire que profiter d'une occasion où on vous donne un passeport, on fait tout, on vous donne des per diem, on vous donne un billet d'avion, et pour aller défendre un drapeau et vous prenez la tangente, c'est ça qui n'est pas acceptable. Et je comprends le cœur du ministre. Mais je dis tout simplement, avant de nous accuser, il faut qu'il balaye d'abord sa porte, parce qu'en réalité, le problème se trouve à ce niveau-là, puisque son responsable ministériel a été mis au courant. Mon délégué lui a dit, changez le billet de cette fille-là, sinon elle va nous échapper. Pourquoi ils n'ont pas changé le billet en ce moment? Et le monsieur est allé voir, d'après les informations que j'ai, est allé voir le DHC qui était sur place. Alors, Président, sans doute votre formation également serait peut-être à revoir. Cette fille n'est certainement pas sensibilisée comme il faudrait pour avoir conscience justement de son rôle, pour avoir conscience de sa place, pour avoir conscience que ce n'est pas possible de partir comme ça d'une sélection nationale. Oui, mais vous savez, c'est trop facile c'est trop facile ce point de vue. Vous savez, la francophonie, ce n'est pas une compétition majeure. C'est une petite compétition à la fois politique, diplomatique. C'est un jeu des pays qui ont en commun la langue française. Mais elles ne sont pas préparées à aller à des compétitions internationales. Oui, mais il fallait... Vous savez, nous, on avait beaucoup de compétitions internationales. On avait les U18 qui étaient en championnat du monde. On avait 12 filles qui sont parties en championnat du monde. Mais les 12 sont partis en Lituanie, elles sont revenues. On a eu les garçons qui sont partis à Prague, qui sont revenus. Les filles étaient parties à Amical à Paris, ils sont revenus. Les garçons seniors étaient partis à Bilbao, sont revenus. Cela, c'est des gosses que nous maîtrisons. La francophonie, nous ne maîtrisons pas parce que le ministre des Sports est maître d'œuvre. Alors cette fugue pourrait coûter cher au Sénégal, au niveau international. Qu'est-ce qu'on risque? Oui, je pense que ce qu'on risque d'abord, c'est payer une amende. Forte amende de plus de 85 millions. De francs CFA? Francs CFA. Et être exclu de toute compétition internationale pendant 3 ans. Garçons et filles. Moi, la question que je le renvoie au ministre. Vous savez, avant cette qualification de Coupe du Monde, il y a eu 12 minutes qui sont passées avant lui. Aucun de ces ministres n'a eu ce privilège. Lui, il l'a eu. Est-ce que c'est le moment de le savoir? Je lui pose la question. Deuxième question que je lui pose, c'est quand le président Macky Sall paye le salaire des entraîneurs, paye les indemnités des joueurs, met son avion à la disposition de l'équipe nationale, qui s'en va étrier la Côte d'Ivoire avec un budget de plus de 4 milliards pour pouvoir aller en championnat du monde, gagner la coupe et aller en championnat du monde. Nous, on est parti avec un budget misérable. Mais grâce à la voyante de nos joueurs, ils sont battus et ils ont barré la route à la Côte d'Ivoire. Et le président, sur ce, a renvoyé l'avion pour ramener les joueurs. Vous croyez que c'est la disparition d'une petite fille qui peut remettre ça en cause? Je leur laisse l'entière responsabilité pour ça. Très bien. Président, donc je vous remercie. Sur la dernière question, peut-être l'interpellation du ministre, que faites-vous pour tenter de la ramener
Vous êtes en train de faire des démarches? Oui, on est en train de tout faire parce que moi-même, je crois que j'ai localisé un peu les renseignements concernant ses parents. Il paraît que sa maman est là. Ouais. Je leur dis à travers l'antenne qu'ils me regardent en face. Qu'il fasse venir cette fille, puisque moi j'ai la possibilité, moi, demain, de la renvoyer à nouveau en France, c'est-à-dire cette fois-ci par des voies légales. Et de la mettre dans de meilleures conditions. Et de la mettre dans de meilleures conditions. Parce que tout simplement, nous avons signé une convention, nous allons la signer, cette convention, avec le président de la Fédération française de basketball. Justement, cette convention dit quoi? C'est-à-dire que quand le Sénégal propose 10 ou 15 athlètes, eh bien, la Fédération française de basketball est tenue de les recevoir pour les placer à l'une, pour qu'elle fasse du basket et être éparpillée dans les clubs. Et au moment où l'équipe nationale du Sénégal aura besoin, eh bien, on le récupère. Ce serait peut-être la leçon à tirer, mettre les athlètes sénégalais dans de bonnes conditions pour qu'ils ne soient pas tentés. Moi, c'est ma vocation à la tête de la Fédération sénégalaise de basketball. Je vais tout doucement, mais je vais sûrement y arriver. On a reçu le président français. Aujourd'hui, je profite de votre antenne pour dire que nous avons reçu hier le responsable, c'est-à-dire que le manager général des équipes nationales du Qatar, qui est arrivé aujourd'hui, qui a été envoyé par le frère de l'émir du Qatar, justement pour traiter avec la Fédération sénégalaise de basketball de tout appui qu'ils peuvent apporter à cette fédération. D'ailleurs, il y a une conférence de presse est prévue demain soir à 17 h à Marius Ndiaye. Et je vous garantis que ça va accoucher sur de beaux basket sénégalais. Très bien. Parce que je ne fais que ça. Et je pense que quelque part qu'on ne détruise pas un peu la vie de cette fille parce que c'est un espoir. Protéger, bien entendu. Et elle a à peu près, je peux vous dire, elle a 15-20 jours pour revenir. Ça, il y a des choses très lourdes qui vont pour sa tête, voire carrément jusqu'à l'éclusion totale un peu de tout son pédon pendant toute sa vie. Merci Baba Tandian, président de la Fédération sénégalaise de basketball. Ne ratez surtout pas Fram Fathié, ce sera à 21 h avec Papa Ndiaye qui reçoit Maître El Hadj Diouf, Moustapha Cissé Lo, Sader Kane et Momar Tang. Bonne soirée sur